Je suis capable de rentrer le soir du boulot en vélo, faire 1h30 dans le jardin, qui fait 50 mètres carrés. Il n'y a rien, quoi. C'est pas gros. Mais je suis tellement bien là, tu regardes les trucs, tu te perds, quoi. Tu sais, tu t'oublies le temps. Ma chérie qui revenait, mais qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais là, je sais pas depuis combien de temps, mais je suis bien. Mais pas suffisant à terme. C'est qu'une demi-heure ou 1 heure dans la journée. Et puis le reste de la journée, je m'emmerde. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur, et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Petite parenthèse avant de rencontrer Adrien. Si ce beau coin de Bourgogne-Franche-Comté vous fait de l'œil, sachez que la région propose de vous accompagner gratuitement dans votre projet grâce à un réseau de chargés d'accueil implanté un peu partout dans la région. Le lien pour en savoir plus et vous inscrire, si vous le souhaitez, est en description de cet épisode. Alors aujourd'hui, je me la joue un peu Karine Le Marchand parce que je suis en région Bourgogne-Franche-Comté, qui est partenaire de cet épisode. Et plus précisément, je suis en Haute-Saône, donc dans le nord de la région, et je suis venue rencontrer Adrien ici dans le petit village de Velleclair. On est à peu près à 30 minutes de Vesoul et de Besançon et à 3 heures de Paris en train et en voiture. Et Adrien, lui, il est revenu sur ses terres natales après avoir passé des années en ville. Et ce qui m'a touchée dans son histoire, c'est qu'il a passé plusieurs années en ville. Alors il n'était pas à Paris, il était à Besançon et puis à Lausanne. Et à un moment, sur le tard, il a dit ciao la ville pour revenir ici. Qu'est-ce qui fait qu'il a ce lien viscéral avec sa terre natale qui l'a poussé à revenir, et en plus pour en prendre soin, pour devenir maraîcher, lui qui était infirmier à la ville. Et il y a aussi une question que vous me posez souvent, c'est est-ce que c'est plus facile de revenir là où on a grandi? La réponse, à mon avis, elle n'est pas si simple que ça, et ça aussi c'est une question qu'on va explorer avec Adrien. Allez, c'est parti. Alors... Bon là, a priori, on n'est pas loin, hein. J'ai des indices. Ah, j'entends quelqu'un. Hello. Salut Adrien. Salut Valérie. Bonne route. Ouais, super bonne route. Et regarde. Ouais, vous m'avez apporté le Ciao soleil. Paris a amené le soleil. C'est pas tous les jours le cas, et ouais, ça fait un jour ou deux, donc c'est chouette. Regarde, tu m'as dit viens avec des bottes, j'ai mis des Oui, bottes. alors... J'ai fait ma Karine Le Marchand. Il y a un peu de terre, il y a un peu d'herbe, mais tu vois, il n'y a pas plu depuis quelques temps. Et puis comme il fait soleil avec un peu de vent, ça sèche. Ça devrait être assez propre. J'ai acheté les bottes pour rien. Non, si, tu vois. Ah. Non, mais puis c'est un look, non aussi. C'est beau là, la campagne avec le clocher, les serres. Petit cadre bucolique. Ah ouais, j'adore. Bon, on a la route départementale qui est assez proche. Ouais. Ça peut gêner parfois, mais c'est pas inintéressant pour la visibilité. Tu sais, c'est un peu comme dans certains restaurants où tu as les cuisines un peu ouvertes, où on voit ce que font les gens. Ouais. Bah là, on va dire que c'est un peu la même chose. Moi, mes consommateurs, pour venir ici au jardin acheter les légumes, ils passent forcément par cette route. Donc ils me voient. Ils me voient travailler. Ouais. Voilà, ils voient que je suis là, souvent, en été, moins souvent, en hiver.
je m'appelle Adrien Baudier, j'ai 39 ans et je suis né et j'ai grandi ici, à Velleclair, petit village de Haute-Saône. Je suis parti vivre en ville pendant quelques décennies et je suis revenu m'installer sur les terres familiales il y a quelques années et j'y suis maintenant maraîcher depuis 2 ans. Bah, tu nous montres tes jolies serres. Ouais, allons-y, avançons. T'as combien d'hectares là, ici? Alors la parcelle en elle-même fait 1,6 hectare et puis moi j'ai quelques jardins autour. C'est de la culture principalement manuelle. Ouais. Il y a peu de travail mécanisé au tracteur. Donc ça me permet de densifier un peu mes cultures et d'avoir des productions qui sont quand même conséquentes malgré la surface assez humble. C'est la génération de mon grand-père et de mon père, c'était aussi la génération où il fallait reconstruire le pays après la guerre. La mission des paysans, c'était nourrir, produire. Et disons que ces cultures-là, qui sont un peu plus de la subsistance, ça avait assez peu d'intérêt économique. Voilà. Moi, je le fais aussi par plaisir de la biodiversité, mais clairement, ça n'a pas un vrai intérêt économique. Je ne cherche pas à surproduire. Tu vois la surface, j'en ai parlé, elle est petite. L'idée, quelque part, si tu es trop intensif, tu n'as pas le temps de prendre soin des choses. Là, sur une petite surface, avec un côté un peu plus slow, si on veut, tu peux prendre le temps de prendre soin des choses. Avoir fait le choix délibéré de ne pas trop mécaniser, ça m'oblige à être au plus près du sol, de la terre. Les mains ne sont pas loin, il n'y a qu'à se baisser. Donc quelque part, moi, oui, là-dessus, sur ce choix-là, je décide, peut-être pas forcément plus slow, mais plus proche de l'élément naturel. C'était important pour toi de revenir mettre les mains dans la terre, quoi. Ça m'a fait du bien à une époque où j'étais pas bien, ouais. Et ça a été la petite branche à laquelle je me suis raccroché pour retrouver un équilibre. Et puis après, c'est ça qui m'a nourri et qui me nourrit encore quelque part. Voilà. Ok. Bon, on va pas tout dévoiler, on reviendra. Non, bien sûr. Tu vas nous raconter plus en détail. Mais avant ça, oui, je voudrais quand même visiter cette très belle serre. Qu'est-ce que tu cultives Alors ici, présentement, pas grand-chose. Tu peux le voir, plutôt des cultures qui sont terminées, qui se décomposent gentiment. Alors pourquoi il n'y a pas plus de choses? Parce que ici, dans l'Est, c'est pas toujours évident de produire en hiver. Donc je commercialise et je produis de mai à décembre. Parce que janvier, février, mars et avril, il n'y a quasiment pas de pousses végétatives. Et après, clairement, là, d'ici 15 jours, je vais recommencer les premiers semis pour qu'il y ait des choses qui soient prêtes au mois de mai. Ouais. C'est pas quand tu mets la petite graine que, pouf, la semaine d'après, tout est prêt à récolter. Il y a le rêve, il y a le projet qu'on a au début, puis après, tu sais, plus tu avances, plus tu le confrontes au réel, plus tu te cognes un peu sur les bords du chemin. Et puis, voilà, après, tu as ta route, quoi. Donc moi, mon choix, il est là. C'est bio ou pas? Oui, tout à fait. Ici, la parcelle est certifiée en agriculture biologique. C'est pas tant que ce soit quelque chose qui soit très demandé par les consommateurs ici. Les gens sont plus accros ou en tout cas intéressés par le côté production locale. Je pense que ce que tu recherches aussi en tant que consommateur, c'est un certain lien de confiance. Et quand tu vas chercher sur place, que tu vois la personne où elle est, comment elle produit, ses légumes, ils sont devant toi, le producteur, il est devant toi, tu n'es peut-être pas forcément obligé de demander un tampon avec un label, alors que en grande surface ou ailleurs, tu exiges peut-être un peu plus ça. Donc pas de guerre conventionnelle bio, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'évolution du climat, l'incertitude sur comment va se porter l'agriculture en général là-dedans, on est tous en train d'un peu se resserrer les coudes plutôt autour d'un concept d'agroécologie. Aujourd'hui, on se réintéresse en fait à comment un sol il fait pour rester fertile. Et ça, il n'y a pas besoin d'être labellisé pour s'intéresser à ça. Commencer en bio aujourd'hui, pour moi, c'était presque automatique. Je l'ai choisi vraiment pour l'aspect engageant et puis le côté un peu plus nature. Je ne suis pas un fada de la chimie. Après, j'ai été soignant avant, j'en ai utilisé de la chimie. Je suis bien placé pour savoir que le poison, c'est la dose. Voilà. Mais maraîcher, ça paraissait
normal de commencer en bio, quoi. Et puis, c'est pas la panacée non plus, hein, le bio. Hein. Il y a des tas de choses qui sont pas faites en bio et il y a des pratiques que j'ai aujourd'hui qui relèvent peut-être plus de la permaculture ou de l'agroécologie. Tu vas chercher un petit peu dans la permaculture, un petit peu dans l'agroécologie, un petit peu dans le bio. Tu fais ta recette. L'idée, c'est de pas être dogmatique. Ouais. C'est d'être un peu ouvert et puis tenter de comprendre, toujours se poser des questions, se remettre en question, questionner ses pratiques, etc. Mon père avait un peu peur quand je me suis installé, j'avais plein de grandes idées, c'était très... ça manquait de concret, voilà, et c'était... T'étais hors sol. Un peu. Tu as une image de citadin que j'étais, un truc un petit peu, pas romancé, mais presque, tu vois, avec des étoiles plein les yeux, qui me faisait du bien à ce moment-là, mais qu'il a quand même fallu confronter au réel. Et les discours que je tenais au début, ça faisait un peu peur à mon père, qui lui a été agriculteur toute sa vie, qui est très terre à terre. Voilà, c'était quand même pas évident cette période. Il te disait quoi à l'époque ? Je pense que mes parents, la plupart de mes proches m'ont un peu pris pour un illuminé, un doudingue, un peu foufou, en se disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce jeune homme là, ça fait des années qu'il est parti à la ville, il sait plus de quoi il parle, il a perdu les racines, c'est pas possible, et puis ça reste un métier compliqué, là il veut vendre des choux et des carottes. Enfin, dans l'est de la France, hormis en Alsace, on n'est pas des terres de tradition maraîchère, on a des sols qui sont un peu lourds, un peu durs, c'est pas évident. Donc mon père, lui, il a élevé des vaches et puis il a cultivé des céréales, il connaissait rien en légumes. Donc il a fallu que je fasse un petit peu mes preuves. Et j'ai fait mon jardin, mon premier jardin avant de me lancer professionnellement. Ça a montré que je savais faire des choses. Et puis moi aussi, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. J'ai revu mon discours, un peu moins militant, un peu plus réaliste, un peu plus pragmatique. Et ouais, aujourd'hui, j'essaie encore d'avancer là-dedans, quoi. Et pour convaincre le consommateur, il ne faut pas être trop militant. Ils viennent m'acheter des légumes, hein. Ils ne viennent pas prendre une carte dans un parti ou ils ne viennent pas signer une charte. Voilà. Donc il faut leur amener les choses tranquillement, ça ne sert à rien de vouloir changer le monde à soi seul. Ici, c'est beaucoup trop lourd pour mes frêles épaules. Et ton père, il était d'accord du coup quand il t'entendait avec ton discours de bobo écolo, il disait attends non mais moi je lui laisse pas mes terres. Ouais, il a fallu que je fasse mes preuves. Non, disons qu'il a fini par se dire je lui laisse sa chance. C'est un processus long, hein, tout ça. Hein. C'est pas une création de start-up en 6 mois. Hein. Donc comme le processus a été long, j'ai eu le temps de mûrir, il a eu le temps de comprendre, de se convaincre que j'étais pas fou. Ma compagne a aidé quand même pour ça parce que comprenez pas mes parents, moi je vivais à Lausanne. J'étais infirmier à l'hôpital universitaire, j'étais bien payé, je faisais un travail technique reconnu, enfin, j'avais un beau statut quoi. Et donc... Et eux ils étaient fiers ? Ben oui, oui, plutôt oui. Les métiers du soin, c'est plutôt des métiers qui sont assez reconnus. Puis qui ont une vraie utilité sociale aussi, donc ils avaient cette fierté-là. Et de me voir débarquer un jour et dire non, je reviens ici en France, je m'assois, enfin je divise mon revenu par 4 ou 5, je vis d'amour, d'eau fraîche et de carottes, ça paraissait complètement loufoque. Et ma compagne, elle voyait bien que j'étais pas heureux là où on vivait. Mes parents vivaient pas avec nous à Lausanne, ils vivaient ici. Et c'est elle qui a fini par les convaincre en leur disant mais vous savez Adrien, il est pas heureux quoi. Il va pas bien. Alors ouais ok, il a une belle situation, mais en fait c'est pas suffisant et il s'épanouit plus. Et si ça continue comme ça, ça va aller de moins en moins bien quoi. Donc il était quand même grand temps que je décide d'un shift. Et puis voilà, c'est l'appel de la terre. Ces bâtiments à proximité de la parcelle pas loin du village, etc. Il y avait un truc à faire vivre, alors que depuis une petite décennie, ça vivait plus. Ouais, elle demandait qu'est-ce qu'on s'occupe d'elle, cette terre. Il y avait presque ça, ouais, voilà, il y avait presque ça. Comment est venu l'appel de la ville ? Je suis de 1985, donc dans les années, fin des années 90, une dizaine d'années, 15 ans en l'an 2000. À cette époque-là, c'était pas forcément glamour la campagne, il y avait de moins en moins d'activités économiques, et puis les métiers qu'on nous promettait, on disait à cette époque-là, vous allez changer de métier plein de fois, vous êtes la génération qui va bouger, qui va aller partout. Mais si on s'en sortait d'un point de vue scolaire, et puis si on avait aussi la famille qui avait les reins financiers pour pouvoir nous permettre de nous envoyer à la ville, on est tous partis.
mon frère, ma soeur avec, et la plupart de mes amis, cousins, etc. Il y en a quelques-uns qui sont restés ici, par choix, d'autres forcés quelque part, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'y aller. Et donc en fait, l'appel de la ville s'est fait aussi un peu par mimétisme et par les études supérieures, quoi. Et Toi, tu voulais être dans le soin? Comment? Non. Comment t'as choisi tes études? Par hasard, mais tellement par hasard. Non, moi, gamin, je voulais être archéologue, ethnologue et des trucs comme ça, tu vois. Je viens d'une famille plutôt... d'un côté de ma famille, il y a des agriculteurs, et de l'autre côté de ma famille, c'est plutôt de l'industrie laitière. Et donc plutôt des gens, des entrepreneurs, des bosseurs dans le concret, dans le vrai. Et toi, tu leur expliques que tu veux faire un truc ologue. Alors tant que si c'est médical, ça passe. Mais si c'est pas dans le médical, si c'est dans les sciences humaines ou quoi, ils comprenaient pas, quoi. Donc ils avaient du mal à comprendre. Et pour eux, en fait, c'est mais comment tu génères de la valeur avec ça? Qu'est-ce que c'est que ces métiers? Sociologue, mais j'étais intéressé par l'histoire, la géo, l'économie. Enfin, je mangeais tout ce qui touchait aux sciences humaines, à l'homme en général, si tu veux. Et je suis parti en fac d'histoire, j'ai surtout fait la fête avec les copains. Et au bout d'un moment, mes parents, qui eux travaillaient dur quand même pour me payer un logement en ville, à Besançon, ils se sont dit mais attends, mais il est en train de tout boire et tout fumer, ça va pas du tout. et ils avaient pas tort. Et on mangeait pas beaucoup à cette époque-là. Liquide. Voilà, ouais, un peu. Alors c'était une errance, c'est chouette, hein, je suis très content de l'avoir eu cette errance-là, mais à un moment donné il faut aussi que ça s'arrête. Et puis un jour ils m'ont mis le couteau sous la gorge en disant bon écoute fils, là maintenant tu nous trouves une formation, un truc à faire en 2 ans. Hein. Ils ont mis un stop. Ouais, et puis moi aussi, devant l'échec successif des semestres d'histoire qui recommençaient, je me suis dit non, mais quand on va pas en cours, ça aide pas. Hein. Ouais, oui. Et à ce moment-là, je me suis renseigné, j'avais deux copines à l'époque qui étaient en école d'infirmière, qui m'ont dit ah, on te verrait bien là-dedans, t'as qu'à essayer. Bah ouais, ok, nickel, comment ça se passe? Bah il y a des concours, ok, super, bah c'est quand? Bah dépêche-toi, je crois que c'est le mois prochain. Et ouais, grosso modo, c'était ça, en fait, ça s'est fait très très vite. Et je suis parti comme ça à l'arrache. Puis en fait, j'ai tout validé, je les ai eus, mes concours. Et je me suis retrouvé là un petit peu par hasard. Et voilà, et je m'y suis plu quand même, relativement, hein, puisque j'ai passé plus de 10 ans de ma vie. Je vois le soleil qui baisse. Ce serait peut-être pas le moment d'aller se mettre un peu plus à l'abri, là. Comme tu me le dis si bien, j'ai pas le... Comment tu m'as dit? T'as pas de sang dans les veines? J'ai pas de sang dans les veines, donc on va y aller avec plaisir. Alors, nous voilà posés. Oui. Chez toi, au coin du sur le divan. J'adore les interviews sur le divan. Magnifique. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangé là. On s'est arrêté au moment où tu avais choisi le soin et tu allais commencer à bosser. Donc ouais, tout commence à Besançon, l'école d'infirmière à laquelle j'ai été reçu. Après 3 ans d'études et le diplôme en poche, et il a fallu trouver un poste. Et je suis tombé sur un remplacement en service d'urgence. Pas mal, tu apprends des trucs, hein. C'est le dernier filet de sécurité de la société, quoi. Donc là, t'es jeune adulte, 23, 24 ans, donc âge mental 14 hein, pour un mec, hein, voilà, pas beaucoup plus. Tu mûris, tu mûris. Et donc j'ai fait quelques temps là aux urgences, ouais, j'ai appris pas mal de choses, j'ai découvert vraiment tous les pans de la société. C'était riche du coup de découvertes humaines et puis aussi techniques quand même. Tu vois, quand tu es jeune infirmier, ce qui te donne envie un peu aussi, c'est ce côté technique où tu te spécialises un peu, tu sais faire des tas de trucs rigolos. Mais puis toi, tu es curieux. Oui. On sent que tu aimes apprendre. Je m'ennuie vite et ouais, il faut que j'ai de la nourriture intellectuelle permanente. Donc oui, 1 an et demi, 2 ans, tu fais le tour aux urgences. Le service de réanimation médicale était situé la porte à côté. Et puis pareil, j'y suis rentré par la petite avec des remplacements. Et puis ensuite, j'ai eu un poste de titulaire là-bas. Donc j'ai fait de la réanimation pendant 1 an ou 2 à l'hôpital universitaire de Besançon. C'est plus du tout le même type de malades, de patients. Là, en réanimation, c'est des gens qui ont une défaillance organique. Leur état est critique, si tu fais rien dans les 6 heures, c'est décès. Faut être costaud quand même. Moralement, émotionnellement et tout, faut être un peu costaud. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu la guerre tous les jours, quoi. En tout cas, c'est ce que tu vis un peu au début.
Puisque je te dis, les gens qui arrivent, si tu fais rien en 6 heures, ils décèdent, quoi. Donc il y a toute une phase d'instabilité du malade où il faut faire plein de gestes techniques, mettre des voies veineuses, endormir, intuber pour ventiler la personne mécaniquement, des tas de choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui fait que tu décides de déménager à Lausanne ? Une possibilité de spécialisation supplémentaire en réanimation qui n'existe pas en France, qui a un statut en plus en Suisse, qui en plus te permet d'être rémunéré un petit peu mieux. Donc 2012, je quitte Besançon pour aller m'installer à Lausanne. Je fais le choix de vivre sur place, dans le pays, dans la ville, alors qu'en région Franche-Comté, on est zone frontalière par rapport à la Suisse, et que beaucoup de gens résident en France, travaillent en Suisse, salaire suisse, cadre de vie français, là c'est champagne, quoi. Mais c'était pas forcément le trop d'argent qui m'intéressait, un peu plus, c'est chouette. Donc j'y suis allé, mais pas que pour ça, c'est vraiment l'aspect formation supplémentaire, stimulation intellectuelle. Et qu'est-ce que tu découvres qui te plaît là-bas? Ça te plaît ta nouvelle vie, ta nouvelle ville? Ah ouais, alors le premier jour où je suis allé passer un entretien, c'était début juin. T'arrives dans la ville, c'est assez chouette, la ville est belle, elle est propre, et tu montes dans le métro, et là t'entends parler une pelletée de langues. Petite ville, hein, avec l'agglomération, c'est comme Besançon, c'est 120 000 habitants. Donc c'est pas énorme. Par contre, 120 nationalités. Sur une petite ville, et qui du coup, moi, me convient bien, rural, léger urbain que je suis, par rapport à une grande métropole, c'est pas mal. Ensuite, tu te laisses couler avec le métro jusqu'en bas de la ville. Lausanne est une ville magnifique, qui est orientée plein sud, et qui est en fait une grande pente douce, tranquille, vers le lac Léman. Et en face, des montagnes à 2500 mètres. Voilà, donc juste la photo est très très belle, c'est très nature. Tu restes combien de temps là-bas? 8 ans. 8 ans à Lausanne, 5 ans en service de réanimation. Et puis après, j'ai légèrement bifurqué. Mais clairement, ouais, super mode de vie. Dès que tu as un jour de repos, tu es en vacances, quoi. L'été, tu as la montagne comme tu veux, 30 minutes. Le bord du lac, l'été aussi. L'hiver, la montagne, pareil, 30-45 minutes. Tu es dans la neige, des trucs de fou. Enfin, tu vis un peu ta best life, quoi. Et puis, tu as une rémunération qui te permet d'avoir accès à tout ce type de loisirs. Tu gagnes combien à l'époque en Suisse? Si tu convertis en francs, enfin en francs, en francs, oui, mais si tu convertis les francs suisses en euros. Qui t'arrive début de mois, les bons mois, t'es à 5 000 €. Après, t'as un système d'impôt qui est prélevé à la source, on te pique déjà 1000 balles. Mais enfin bon, il te reste 4 000. Quand t'as mis 1000 dans le loyer, il te reste 3 000. Puis après, tu mets quoi, 500 dans la bouffe. Puis après, après, tu te fais plaisir. Tu vis en ville, quoi. Tu payes pour avoir des expériences de vie. Ouais. Voilà. Donc fun. Les gens sont francophones à Lausanne. C'est la Suisse romande, la partie de la Suisse qui est francophone. Ouais. Puis ils ont un accent sympa comme ça. Voilà. Puis la politesse. Bonjour, merci, service. Mais il y a un moment quand même, ça se dégrade pour toi. Ouais, quelque part, ouais. Les 5 années de soins intensifs, réanimation. Tu finis un peu aussi par tourner en rond, tu vois. Moi, j'ai des cycles d'emmerdement de 3-5 ans, quoi. Et j'avais déjà fait un peu de réanimation en France. Là, j'en refais en Suisse. Pas mal de pression sur cette formation en soins intensifs que je mène pas à son terme. Et je me souviendrai toujours d'un des enseignants, d'un des formateurs, pardon, qui me dit « Mais Adrien, je comprends pas, t'as le potentiel, pourquoi tu vas pas au bout ?» Et je lui réponds « Mais c'est pas parce que t'as le potentiel d'être un gros connard qu'il faut forcément le devenir. » Ah ouais. Parce que il y avait vraiment ce côté qui te poussait un peu, moi, dans des systèmes de fonctionnement de valeurs qui me correspondaient pas, quoi. Et j'avais l'impression, je me reconnaissais plus là-dedans. Hippocrate, il disait un truc tout con. Il dit « Tu soignes si tu peux, tu soulages autant que tu peux et t'accompagnes toujours. » Et en soins intensifs réanimation, t'es quand même beaucoup dans le numéro 1, hein, dans le tu soignes. Ça manquait un peu des fois de soulagement et surtout d'accompagnement. Un côté palliatif, quoi. À l'époque, culturellement, ça se faisait pas de faire rentrer des consultants de soins palliatifs dans les services de soins intensifs réanimation. Donc ça, pareil, tu vois, moi je me sentais moins bien avec ça. Alors oui, là je bifurque. Je bifurque, voie de garage un peu, dialyse. C'est assez technique.
Il y a pas mal de relationnel. T'aimes bien les trucs techniques quand même, hein? Un peu, mais il y a beaucoup de relationnel quand même en dialyse parce que c'est des gens qui viennent 3 fois par semaine pendant 4 heures. Ils sont un Donc peu t'as chez une eux. relation qui se construit sur la Ouais, durée. voilà, ouais. Et puis là, t'as Et des là, gens... tu remets de l'humain. Un peu plus, mais il y a aussi cet aspect un peu plan-plan de c'est redondant. Tu vois, tous les jours la même chose. Donc à nouveau, tu t'ennuies. Rapidement. À ce moment-là, ça fait combien de temps que t'es en Suisse? 5 ans, 6 ans. Est-ce que t'as une amoureuse à l'époque? En effet, oui, j'ai une amoureuse. Mais on s'est rencontrés à Besançon et je l'ai prise avec moi par la suite. La Suisse. Par la... Pardon. Par la Suisse aussi. Un peu des hauts débats dans cette relation avec au final une séparation un peu au moment aussi où je quitte les soins intensifs dans la même année je dirais. C'était pas tout concomitant mais il y avait quand même un mal-être général. Elle se plaisait moins ici. Est-ce qu'il y a un mal-être aussi chez toi à ce moment-là ou est-ce que c'est que chez elle? Non, il est chez moi aussi. Je te parle de cette formation, de cette spécialisation en réanimation que j'arrête, émotionnellement moins Quel intense. impact ça a sur toi à l'époque? Pas jusqu'au burn-out, mais pas loin. J'ai une manière de somatiser, moi, les choses. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Je fais des pelades. Tu vois, donc là, genre, ma barbe qui est plutôt homogène, je dirais. Et là, non, il y a des trous. Ouais, ça, donc quand on regarde, enfin tu vois, quand on reflète dans la glace, il te montre ça, il te dit non mais là Adrien ça va pas. Alors à côté de ça, un mode de vie quand même correct, hein, je vais à la montagne, je kiffe, etc. Mais je me sens aussi un peu emprisonné dans ces petits apparts. On décide quand même que ce serait mieux qu'on quitte les blocs béton et qu'on essaie de se trouver un petit logement, au moins avec un petit jardinet, un petit truc. Et moi ça commençait à me tanner de pouvoir faire un petit jardin. Je suis en... milieu de trentaine, début de trentaine, et prise de conscience aussi écologique, environnementale, etc. Puis moi à ce moment-là, donc, je suis dans la trentaine, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas trop occupé si tu veux, donc j'ai le temps de me poser plein de questions. Donc ouais, tout ça, ça amène à chambouler pas mal de choses, et tu re-questionnes le pourquoi t'es venu en Suisse. Donc je raccroche avec le projet professionnel où je dis allez, je décale, je vais en dialyse, c'est plus calme. Et là, on trouve un rez-de-chaussée d'une vieille maison encore dans son jus, entre l'hôpital de Lausanne et puis 500 mètres sortie de la ville, les bois. Ah, génial. Et un groupe de maraîchers qui reprenait une vieille ferme en déshérence, qui réinstallait un projet de maraîchage. Voilà, les yeux qui font comme ça, tu te dis c'est cool, ça fait du bien. Et ça t'aide? Complet, moi le jardin, clairement, c'était ma bouffée d'oxygène tous les jours. On parlait de divan tout à l'heure, c'est ta thérapie en fait. Ouais, clairement. Ouais, vraiment. C'est ce qui fait mon équilibre. Je suis capable de rentrer le soir du boulot en vélo et faire 1h30 dans le jardin, qui fait 50 mètres carrés. Hein. Il n'y a rien, quoi. C'est pas gros. Mais je suis tellement bien là, tu regardes les trucs, tu te perds, quoi. Tu sais, tu t'oublies le temps. Ma chérie qui revenait, mais qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais là. Je sais pas depuis combien de temps, mais je suis bien. Donc ouais, vraiment ça, cool, tu vois. Mais pas suffisant à terme. C'est qu'une demi-heure ou 1 heure dans la journée. Et puis le reste de la journée, à cette époque-là, donc là, on arrive, ça fait à partir de, je dirais, 2017, ouais. Quand les gens me demandent comment je vais, je dis globalement ça va, je vais pas me plaindre, quoi. Mais je m'emmerde. Et alors là, moi, quand je m'embête, c'est terrible. Tu t'emmerdes ou tu vas pas bien? Difficile à dire, je suis pas non plus un pro de l'introspection. C'est un ensemble, mais ça se traduit surtout par un ennui. À cette époque-là, je suis boulimique d'infos, de podcasts, de vidéos, et puis de trucs super sympas, quoi. Hein. Tu sais, le monde va pas aller bien, les 80% d'insectes en moins en 30 ans en Europe, tous ces trucs-là. T'es un peu seul, or la plupart des gens qui passent par cette étape-là te le disent après coup, surtout sois pas seul. T'as un document sur internet de Paul Chefourka, Gravir l'échelle de conscience, où il parle de ça, de ces différents paliers, et du risque à un moment donné, quand tu comprends le côté systémique du truc, qu'il n'y a pas qu'une solution et que probablement en fait il n'y a pas de solution magique, alors que toi on t'a toujours expliqué, tu sais, il y a toujours une solution, la techno, les machins, t'as un petit risque d'effondrement un peu psychique. Je ne suis pas allé jusque-là, mais il y a eu une période de malaise pas géniale, puis ça concomitant avec une période professionnelle pas évidente, et puis une séparation. Du coup, tu te sépares de plein de choses à ce moment-là. Oui. D'une voie professionnelle, d'un amour. Mais oui, il y a une espèce de forme de mise à nu, ouais, où tu fais sauter pas mal d'armures, pas mal de représentations que tu as toi-même aussi.
tu finis assez désarmé, assez fragile, quoi, fébrile. Donc tu te dis, il faut absolument que que je puisse rebondir. Et du coup, que vais-je faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et quelle autre activité je pourrais avoir? J'ai passé 30 ans. Est-ce que je refais une formation? Est-ce que je reste en Suisse? Pour savoir comment Adrien a répondu à ces questions et comment il a construit son projet, rendez-vous dans l'épisode 83 qui est déjà disponible et que donc vous pouvez écouter dès maintenant. À tout de suite. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. Allez, ciao. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo Ciao Paris, Anna Naoum.